Ouais. Bonsoir tout le monde. Est-ce, Bonsoir. est-ce que tout le monde nous entend? Oui, parfait. Donc, bienvenue tout le monde. On est super, super content d'être ici avec vous. C'est notre première séance d'information spécifiquement dédiée aux locataires puis à la partie locative de notre projet. Je sais que vous l'attendiez depuis très longtemps. On est ici ce soir avec vous 1 heure et demie à peu près. Donc, merci de vous être joints à nous. On aimerait commencer par se présenter d'abord. Moi-même, je m'appelle Maïs Chami. Je suis chargée en design de communauté et gouvernance à Village Urbain. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Estelle Leroux. Je suis une des cofondatrices de Village Urbain et puis la directrice générale. Alors, enchantée tout le monde. Donc, malheureusement, on ne pourra pas faire un tour de table ce soir parce que vous êtes assez nombreux et nombreuses, mais on aimerait quand même vous sonder pour avoir une meilleure idée sur qui est là avec nous ce soir. Donc, on va vous partager un sondage. Qui connaît Village Urbain? Ça va apparaître sur votre écran sous peu. On va vous laisser quelques minutes. OK. Je pense que je vais terminer sous peu parce que vous êtes plusieurs à avoir répondu. Donc, je vois c'est proche de 70% de personnes qui connaissent déjà Village Urbain et un village à la Chine. Très peu de gens qui ne connaissent pas un village à la Chine, tant mieux. Euh, et environ 18% que c'est leur tout premier contact avec Village Urbain. OK, c'est vraiment bon à savoir. Merci d'avoir pris le temps. Je vous partage les résultats, je crois. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, est-ce que vous voyez bien mon écran? Sinon, manifestez-vous. Alors, attendez, on va faire On a on un revient. souci. OK. Merci de votre patience. C'est bon. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une séance d'information spécifiquement dédiée à la location. Bien sûr, plusieurs d'entre vous le savent, c'est pas notre première séance d'information, mais bien notre première qui est dédiée à la partie locative. Donc, on va vraiment partager des informations nouvelles ce soir qu'on n'a jamais partagées. Mais bien sûr, c'est la base de l'information. Il y en aura d'autres séances d'information et on partagera avec vous les informations et les détails au fur et à mesure lors de une suite de séances d'information pour la partie locative. Donc, encore une fois, bienvenue et merci de votre patience parce que je sais que plusieurs d'entre vous nous suivent depuis même plusieurs années.
J'ai hâte de discuter avec vous tout à l'heure dans la partie questions-réponses. Donc, en parlant de programme du jour, on va commencer par présenter notre OBNL Village Urbain. Ensuite, on va essayer de vous expliquer, de vous résumer, de vous montrer des photos pour avoir une idée sur qu'est-ce qu'est ce mode de vie en cohabitat. Et ensuite, on va arriver à la partie où on va présenter le vif du sujet, qui est notre premier cohabitat, et ainsi que le premier cohabitat à Montréal, qui est un village à la Chine. On va bien sûr passer pas mal du temps pour parler des éléments de la location, donc les valeurs autour de l'abordabilité, les logements en tant que tels, les loyers, les critères d'admissibilité et bien sûr les étapes à suivre pour joindre ce projet. Et nous terminerons avec un témoignage d'une future cohabitante, Barbara Serrandour, qui a très hâte d'être là avec vous ce soir et qui est très enthousiasmée de faire ce témoignage avec vous. On aura à peu près une période de 30 à 40 minutes de questions. Donc, si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez les mettre dans le clavardage, mais pour la plus grande partie des questions, on va quand même les prendre seulement à la fin parce que ça permettrait d'avoir une réponse plus claire et ça permettrait à vos autres collègues d'avoir la réponse complète en même temps. Et vu que c'est enregistré, ça permet aussi d'avoir une visibilité pour d'autres personnes qui visionneront plus tard. Et pour commencer, je vous présente notre OBNL Un village à la Chine. Donc, c'est un organisme à but non lucratif fondé depuis maintenant presque 5 ans qui a pour mission de démocratiser et de créer des cohabitats abordables à travers le Québec. Donc, la raison d'être de cette merveilleuse mission, c'était vraiment pour répondre aux enjeux sociétaux que vous voyez à gauche. Donc, Estelle, avec les autres cofondateurs, ont vraiment été touchés par les enjeux sociétaux tels que l'isolement social, la crise du logement, la surconsommation individuelle et l'inabordabilité du coût de la vie et ont voulu offrir une alternative au logement qui répond plus directement à ces enjeux sociétaux de nos jours. Et aujourd'hui, on est une belle équipe de 10 personnes, comme vous voyez sur la photo, 10 personnes super passionnées par cette mission. Euh, Moi-même, je sais que je suis très contente d'être entourée par des personnes aussi inspirantes. Et on a le soutien de plusieurs bailleurs de fonds importants du Québec, tels que le Fonds de solidarité FTQ, la Fondation Lucie et André Chagnon et la Caisse d'économie solidaire de Desjardins. Donc maintenant, j'aimerais vous présenter ou vous expliquer qu'est-ce qu'est un cohabitat. Je suis sûre que vous avez fait vos devoirs en amont, mais je vais quand même prendre le temps de vous parler de ce sujet parce que ça commence bien notre rencontre, je pense. Donc, en résumé, si j'étais pour résumer en une seule phrase le cohabitat, c'est un modèle d'habitation qui met la communauté au cœur du projet dès la conception du projet. Donc, autrement dit, et plus précisément, ce sont des logements entièrement équipés, privés, qui sont regroupés physiquement autour d'une maison commune. Donc, vous avez vos logements privés avec votre maison, avec votre salon, votre salle de bain, votre intimité complètement équipée comme dans un logement normal, mais ça sera regroupé autour d'une maison commune qui vous donne accès à plein d'autres espaces, donc des plus grands espaces, des espaces communs. Vous pouvez voir ici, par exemple, une cour commune. On peut aussi penser à des espaces verts. On peut penser à une grande salle pour souper, une grande cuisine aussi qui a souvent des équipements commerciaux qui permettent de cuisiner pour un grand nombre de personnes pour pouvoir partager des moments ensemble avec ses voisins et ses voisines. On peut aussi penser à des salles qui seront mutualisées, qu'on n'aurait pas nécessairement accès si on était pour vivre seul. Par exemple, une chambre d'amis. Pour moi, je trouve que c'est quand même un luxe d'avoir une chambre dédiée à la visite. Mais dans un cohabitat, on a accès à cette chambre d'amis qui est partagée par les autres membres, les autres ménages des logements autour avec nous. Donc, en plus des espaces que je viens de nommer, on peut aussi penser à, par exemple, une salle de jeu. Donc, ceux entre vous qui ont des familles, qui ont des enfants, vont savoir à quel point c'est comme un don pour les parents d'avoir un espace dédié pour le jeu. Je pense qu'Estelle serait d'accord avec ça.
On peut aussi penser à des espaces qui réduisent notre empreinte écologique. Donc, par exemple, une buanderie commune qui permet d'avoir des laveuses-sécheuses partagées pour pas qu'on ait chacun dans son logement une laveuse et une sécheuse. On peut aussi penser à des équipements qui sont souvent assez encombrants et assez chers qui seront mutualisés. Donc, ça permet de réduire des coûts, ça permet de rentrer en contact avec nos voisins et nos voisines et ça permet à réduire notre empreinte écologique. Donc, c'est toutes sortes d'espaces communs que je viens de nommer, mais c'est surtout des moments partagés qui sont vraiment inestimables de ce jour parce que ça permet à améliorer notre qualité de vie à plusieurs égards. Donc, je vais prendre le temps de vous donner un exemple un jour dans un cohabitat qui pourrait vous donner une idée de comment est-ce que ça peut améliorer notre qualité de vie. Mais d'abord, je vais insister sur le fait que le cohabitat, c'est en fait un modèle d'habitation unique dans le sens où les gens sont attirés par le projet, non pas pour des raisons financières en premier, non pas pour des raisons de localisation, mais bien pour le désir de vivre ensemble. Donc, l'intention de partager à tous les jours, l'intention de vivre avec des autres, de faire des liens de communauté, de partager, de décider ensemble, de reprendre le pouvoir sur son milieu de vie, tout en ayant accès à une communauté. Donc, je vous avais promis un petit exemple de comment est-ce qu'on peut imaginer une journée. Donc, disons à la fin d'une journée de travail, vous rentrez avec votre enfant et vous avez des tâches à faire, des tâches ménagères. Donc, vous avez une grosse brassée à faire de lessive. Donc, vous emmenez votre enfant avec vous, vous rentrez dans la buanderie commune. En fait, vous déposez votre enfant dans la salle de jeu qui sera déjà remplie d'autres enfants, qui aura déjà accès de visibilité par d'autres adultes autour. Vous l'aurez déposé là, vous aurez eu un petit calme, vous prenez votre brassée, vous faites votre lavage et en même temps, vous parlez avec un voisin, une voisine sur, par exemple, le déneigement qui doit venir bientôt, comme on est vraiment en plein là-dedans en ce moment, et vous interpellez une autre voisine parce que vous savez qu'elle a un équipement que vous lui avez prêté et dont vous avez besoin. Donc, c'est toutes sortes de hasards, mais conçus pour, en fait, c'est des espaces conçus pour avoir ce moment de hasard fructueux, convivial et qui nous permet à partager puis à juste avoir du plaisir à la fin d'une longue journée, de pouvoir respirer, de pouvoir partager plein de tâches quotidiennes. Donc, et vous pouvez voir aussi, j'aimerais aussi mentionner le côté intergénérationnel. Vous pouvez voir dans la photo un jeune, une personne adulte et une personne âgée. Donc, imaginez la complémentarité exceptionnelle entre une personne qui est à la retraite, qui a envie en fait, passer des bons moments et un enfant qui a envie d'apprendre, qui a envie de mettre la main dans la pâte. C'est un mélange parfait, c'est comme le mariage parfait, je pense. Et la personne entre les deux, ben, elle est tranquille parce qu'elle aussi, elle aurait eu ses besoins comblés en ayant ce partage de communauté intergénérationnelle. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Estelle, qui va vous parler du premier projet de cohabitat à Montréal, qui est notre projet phare, Un village à la Chine. Merci Maïs. Bah, justement, je vais un peu c'est ça, je vais vous présenter donc le premier cohabitat, du moins officiel, qui va voir le jour à Montréal. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu en image tout ce dont Maïs vient de parler, là, à quoi ça va ressembler dans le projet de la Chine. Donc, je tiens juste à préciser que, on est accompagné dans tout ce beau projet-là avec Sibli Architecture, qui est une firme d'architecture vraiment d'excellente qualité puis d'une grande renommée au Québec. Donc, on est très chanceux en fait d'avoir des professionnels aussi compétents et soucieux du travail qu'ils font. Alors, la première chose donc, qui est vraiment importante pour nous, pour Village Urbain, puis ben, en fait pour toutes les personnes qui sont engagées dans le projet, c'est vraiment l'aspect participatif de ce projet. C'est-à-dire que
En fait, le fait de vivre en cohabitat, ça veut dire qu'on s'implique dans son milieu de vie, comme Maïs l'a très bien expliqué, et on s'implique même en fait dans la conception de son milieu de vie. Donc, ça veut dire qu'avant même d'habiter dans le cohabitat, on peut participer à tout un tas d'activités qui font que on commence à rencontrer ses futurs voisins, ses futures voisines, et donc à créer du lien, et qu'on est aussi comme qu'on a la possibilité de pouvoir concevoir notre milieu de vie, que ce soit d'un point de vue architectural, mais aussi surtout la structure sociale, comme on l'entend au mieux. Donc l'aspect, le processus participatif est vraiment important pour Village Urbain. Et d'ailleurs, dès les débuts, quand on a démarré début 2022, on a fait des ateliers de conception participative à la Chine avec les personnes qui étaient intéressées par le concept de cohabitat pour recueillir leurs avis sur les espaces communs qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent qu'ils soient placés, etc. Donc, au-delà d'être le fun, parce que là, on rencontre plein de gens qui sont allumés par le même mode de vie que nous, c'était vraiment instructif pour nous, Village Urbain, de voir quelles sont les préoccupations, dans le fond, des gens qui veulent vivre dans ces projets-là. Un autre élément dont on est très fier, c'est le fait que le cohabitat qui va être construit à la Chine, c'est le premier cohabitat qui intègre des locataires. Et ça, c'est vraiment important parce que dans l'historique des projets de cohabitat au Québec, mais en fait de manière générale dans le monde, c'est beaucoup des gens qui veulent vivre en cohabitat, qui se rassemblent, qui portent ce projet par eux-mêmes et donc qui sont aussi souvent, bien souvent propriétaires, fait que ça ne permet pas forcément à des personnes qui peuvent être locataires seulement de vivre en cohabitat. Donc nous, c'était quelque chose qui était hyper important dès les débuts de Village Urbain de permettre en fait au plus de personnes possible de vivre en cohabitat. Donc là, dans le projet de la Chine, on va avoir des logements, on a en fait des logements à vendre et des logements à louer. Euh, donc, avant de vous présenter vraiment les images du projet, je voulais un peu vous parler en fait de l'emplacement. Donc, l'adresse du futur cohabitat à la Chine, c'est le 22-25 rue Notre-Dame. C'est le site que vous voyez ici en jaune. Donc, en fait, on a vraiment de la chance d'avoir eu cette opportunité de terrain parce que c'est idéalement situé à la Chine. On est très, très près du bord de l'eau, du lac Saint-Louis, avec tout le parc et tout le bord de l'eau, en fait, qui est vraiment magnifique à la Chine, honnêtement, là. Et en plus de ça, quand on est sur le terrain, ici au 22-25, on a, grâce à notre terrain, le droit en fait de passer sur l'entrée du stationnement des voisins pour rejoindre directement le bord de l'eau. Fait qu'on est comme littéralement, là j'exagère pas, à 30 secondes à pied du parc ici où il y a des activités culturelles en été, du bord de l'eau, puis d'un cadre de vie qui est franchement magnifique. Sans compter que c'est pas très loin du centre-ville de la Chine avec le marché, avec tous les commerces, la boulangerie, la librairie, etc. Fait que c'est vraiment un cadre de vie qui est franchement exceptionnel. Alors maintenant, le projet. Donc là, l'image que vous voyez ici, c'est une vue du futur cohabitat, donc du bâtiment qui va être construit depuis Notre-Dame. Donc on est vraiment de Notre-Dame, sur Notre-Dame, de l'autre côté de la rue, puis on voit que c'est un bâtiment, en fait un bâtiment de 3 étages ici en avant, puis on n'a pas voulu faire comme un gros bloc, on a fait 3 petits bâtiments qui sont connectés par des passerelles entre eux pour rappeler un peu justement l'esprit d'un village. Et les architectes aussi ont fait un gros travail pour que ce projet-là s'insère du mieux possible dans le quartier existant. Donc, ils ont notamment essayé avec la toiture ici mansardée, puis le revêtement métallique, de rappeler un petit peu les maisons, les maisons, les anciennes maisons de bois là, qu'on retrouve souvent à la Chine. Alors ici, c'est donc une vue en contre-plongée du bâtiment. Donc on voit bien justement là les 3 bâtiments qui sont connectés par des passerelles en bloc de verre. Ça permet vraiment de circuler très facilement entre les 3 bâtiments, puis d'avoir toujours accès à un ascenseur, ce qui était aussi très important pour nous dans un projet qu'on veut, comme disait Maïs tout à l'heure, intergénérationnel, autant pour les personnes qui ont de la difficulté peut-être à se déplacer, mais aussi pour les jeunes familles qui peuvent avoir les poussettes, etc.
Et puis surtout, vous le voyez ici dans cette image qui est vraiment exceptionnelle, là, c'est qu'on est très, très proche du bord de l'eau. Donc vraiment, là, les logements, en fait, la grande majorité des logements vont avoir une vue imprenable sur le bord de l'eau. Donc c'est vraiment un, un cadre de vie exceptionnel. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que tous les logements qui vont être au quatrième étage ici, de ce côté-ci, vont avoir la vue sur les toits verts. Puis ça, c'est aussi important de mentionner que on a voulu que le projet soit le plus vert possible et donc on a décidé d'aménager presque la moitié de la toiture en espace vert. Il y aura un coin un peu plus détente, un coin un peu plus jardin potager, mais dans le fond, ces espaces verts-là font partie des espaces communs du cohabitat parce que ça aussi, ça va être partagé, puis ça aussi, ça va être un lieu de rassemblement, puis un lieu de convivialité pour les personnes qui vont vivre là. Alors ici, c'est une vue des toits en fait depuis la passerelle. Donc on a à peu près 5 000 pieds carrés de toits verts. Donc comme je vous disais tout à l'heure, avec un espace plus détente, puis un coin plus potager. Puis ce qu'on on peut voir ici, je ne sais pas si vous voyez le point bleu, mais on a aussi un aperçu de la petite cour intérieure qui va être vraiment au rez-de-chaussée et qui va donner sur la maison commune que je vais vous présenter juste après. Donc là aussi, l'idée, c'était d'essayer le plus possible de recréer un peu cet esprit de village qu'on recherche finalement en vivant en cohabitat. Donc justement, maintenant, je vais vous présenter la maison commune qui est en fait le cœur du cohabitat, qu'on a d'ailleurs placé stratégiquement au centre du cohabitat, au rez-de-chaussée, pour que ce soit vraiment un lieu de passage, puis un lieu où les gens se croisent, un lieu où les gens passent et puis puissent se rencontrer. Donc en fait, ici, c'est l'entrée du cohabitat avec l'ascenseur qui sera juste là. Donc mettons que si vous voulez il y aura aussi les boîtes à lettres, les boîtes postales ici. Donc, si vous voulez comme aller chercher votre courrier ou prendre l'ascenseur, vous pourrez passer par la maison commune. Et ça se veut aussi évidemment vraiment un lieu de rassemblement. Donc, il y a une cuisine qui va bien entendu servir à cuisiner et à manger tous ensemble. Et puis, il y aura une grande salle qui pourra être occupée de différentes façons hein, pour faire tout un tas d'activités comme un souper ou ça peut être aussi une réunion pour des comités ou du cohabitat. Ça peut aussi peut-être en journée être un espace plus de travail ou un espace de rencontre. Un autre élément qui est important dans le cohabitat, c'est la buanderie. C'est vraiment un endroit que là aussi on a placé comme au cœur de la maison commune parce que c'est un lieu comme propice aux rencontres. Maïs, tout à l'heure dans ton exemple, tu parlais de pouvoir venir faire sa brassée tout en ayant les enfants qui jouent à côté ou ce genre de choses. Donc là, on l'a vraiment conçu pour que justement laver notre linge devienne un peu moins une corvée puis soit un peu plus le fun. C'est un espace qui est quand même agréable parce qu'il est au cœur de la maison commune, il est vitré, mais en même temps c'est fermé, insonorisé, donc on n'est pas dérangé avec le bruit. Et puis ça permet aussi de mettre en commun, comme c'est beaucoup ça en fait qu'on essaye de faire dans le cohabitat. On essaye de mettre en commun des espaces avec par exemple la chambre d'invité que tu, que tu expliquais tout à l'heure, mais aussi des équipements. Puis les laveuses sécheuses font partie des équipements qu'on essaye de mettre en commun parce que dans le fond, on n'en a pas forcément l'utilité au quotidien. Donc, en plus de réduire son impact écologique puis de faire des économies, ben, ça nous permet de potentiellement rencontrer notre voisine puis de pouvoir jaser avec elle, prendre des nouvelles, etc. Donc là, on fait comme trois pierres d'un coup. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, alors ensuite, c'est la salle de jeu. Donc ça, c'est un espace qui est vraiment adjacent à la grande salle que je vous ai montré juste avant. Donc ça, c'est un lieu qui se veut vraiment le plus possible intergénérationnel, donc potentiellement peut-être pour des enfants en journée, puis pour des personnes peut-être plus âgées plus tard. Donc on l'a voulu vraiment comme connecté à la maison commune, mais en même temps un peu séparé quand même avec cette vitre-là qui permet notamment d'insonoriser. Donc ça permet de créer des espaces qui sont vraiment connectés tout en ayant quand même chacun un peu leur intimité, on va dire. Et ça, c'est quelque chose c'est une idée en fait qu'on a reprise de Cohabitat Québec.
C'est un projet que je vous encourage vraiment à visiter si vous avez l'occasion à Québec. Et en fait, ils ont cette salle de jeu qui est vraiment collée à la grande salle, mais toute vitrée. Donc, par exemple, les enfants peuvent jouer là. Les parents ou les autres personnes du cohabitat, d'ailleurs, peuvent les voir, les surveiller, mais sans être importunés par le bruit. Donc ça, c'est quand même très précieux. Pour ceux qui ont des enfants, ils me comprennent. Ensuite, c'est aussi un espace qui se veut ouvert sur la partie un peu plus jardin, là, qui va entourer toute la maison commune, puis qui pourra aussi être un lieu pour manger dehors, par exemple. Alors maintenant, l'espace calme, qui pour le coup est un peu plus en retrait, ça fait quand même partie de la maison commune, mais c'est un peu plus en retrait pour, comme son nom l'indique, pouvoir offrir un peu de calme, parce que c'est sûr que la maison commune, c'est le fun, mais il va y avoir de l'agitation, du monde, de la vie, donc c'est aussi le fun d'avoir un endroit où on peut peut-être travailler, lire ou avoir des conversations plus calmes, et donc, encore une fois, d'offrir en fait différents espaces, lieux de rencontre pour les personnes qui vivent là. Il y a d'autres espaces qui sont partagés. Là, j'ai pas, on n'a pas d'image forcément à vous montrer, mais comme un atelier de bricolage au sous-sol pour des travaux un peu plus cochons, des réparations ou des jobs de peinture, par exemple. On a une chambre d'invités qui se veut assez flexible dans son utilisation, dont Maïs a parlé tout à l'heure. Et un point qui est aussi intéressant, c'est que le groupe de futurs cohabitants, donc vous, allez être impliqué dans l'aménagement de la maison commune. Donc vous allez pouvoir participer, donner votre avis, peut-être dire, hey, moi j'ai, je sais pas, là, un service d'un appareil à raclette, parce que c'est la saison justement, ben, je suis prête à le donner dans le cohabitat puis à le mettre à la maison, dans la maison commune. Donc, ça va être, encore une fois, quand on parlait de conception participative, de mode de vie participatif, ben, pouvoir contribuer à ça, c'est aussi une façon de participer. Alors maintenant, les logements. Donc là, on passe vraiment dans la partie, en fait, vraiment plus privée du cohabitat. On a travaillé très fort avec les architectes pour offrir des logements de grande qualité. On a vraiment misé sur l'efficacité du design. On a choisi des matériaux durables et des matériaux de qualité. Mais pour vous donner un exemple concret, par exemple, on a décidé de ne pas mettre un îlot central dans la cuisine pour laisser vraiment l'espace le plus libre possible et permettre aux gens de l'aménager comme ils veulent. Ceux qui veulent mettre un îlot pourront le faire, ceux qui veulent mettre une table peuvent le faire aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de gagner en efficacité, puis de pouvoir, encore une fois, s'approprier son logement et de faire comme on préfère. On a donc choisi aussi des matériaux de qualité, plutôt des couleurs naturelles, des choses qui sont vraiment durables dans le temps. Donc, on veut vraiment comme avoir ouais, c'est ça, un design plutôt intemporel. Alors, où en est-on dans le projet? Bah écoutez, le chantier, le début du chantier est vraiment imminent, très très imminent. Là, donc l'emplacement que je vous ai présenté tout à l'heure, en fait, sur cet emplacement-là, il y a un bâtiment, une ancienne vitrerie qui va être démolie. Puis attendez-vous à ce qu'il y ait de l'action là très prochainement parce que ça, la démolition de ce bâtiment-là s'en vient. Et ensuite, donc, il va y avoir une pause du chantier pendant l'hiver, pendant la période la plus dure de l'hiver. Puis au dégel, ils vont commencer à creuser, en fait, à faire toute l'excavation, sortir les sols pour construire le sous-sol. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a un sous-sol, un stationnement souterrain, en fait. Et l'emménagement est prévu au début de l'été 2026. Donc maintenant, je vais vous présenter des informations vraiment plus spécifiques en fait à la location. Donc tout d'abord, juste vous dire que dans l'ensemble du projet, donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a des logements à vendre et des logements à louer. On a 58 logements au total dans le projet, plus donc la maison commune et tous les espaces partagés. Et sur ces 58 logements, il y en a 42 qui sont à louer. Donc, on s'est vraiment assuré qu'il y a un peu tous les types de logements qui sont disponibles pour la location, donc des 3,5 à des 6,5, une chambre à 4 chambres. Et surtout,
on a vraiment mis l'emphase sur les familles. En fait, on a plus de 60% de logements dits familiaux, c'est-à-dire des logements de deux chambres et plus qui peuvent répondre aux besoins des familles. Euh, Donc, juste pour vous donner un petit peu de contexte avant de vous présenter des informations un peu plus chiffrées, notamment avec les loyers qu'on prévoit. Bon, c'est sûr, c'est pas une grande nouvelle, là. Malheureusement, au Québec, on vit une crise du logement quand même très importante là, depuis la pandémie. Puis, Village Urbain s'inscrit vraiment dans ce contexte-là parce que l'organisation a été créée en 2020, donc à peu près au même moment que le début de la pandémie. Donc, on a vraiment vécu ça aussi de très proche. Puis, très rapidement, en fait, en tant qu'organisation à but non lucratif, Village Urbain n'est pas une entreprise privée, c'est vraiment une organisation à but non lucratif. C'est sûr que ça nous tient vraiment à cœur, que ça fait partie de notre mission de faire en sorte que le cohabitat, que ce mode de vie soit accessible au plus grand nombre de personnes. Donc, pour faire ça, en fait, on vend et on loue les logements à prix coûtant. C'est-à-dire que les locataires puis les acheteurs payent vraiment le prix que ça coûte de vivre dans ces logements-là. Et que nous, en tant qu'organisation à but non lucratif, on ne fait pas de profit. Donc ça, c'est quand même important parce que c'est ça, dans un contexte de crise du logement, on entend des histoires d'horreur là, de propriétaires qui abusent. Donc là, non seulement en fait, on n'est pas dans une démarche de maximisation du profit, là. On veut vraiment offrir un logement de qualité et assurer une sécurité pour tous les occupants. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on essaye de faire en sorte que les logements soient financièrement accessibles au plus grand nombre de personnes possible et donc d'offrir des loyers abordables selon la définition du gouvernement, et aussi qu'il n'y aura pas d'augmentation abusive de loyers sur le long terme. Ça, c'est vraiment important parce que, je ne sais pas pour vous, mais nous, autour de nous, on entend tous là des histoires de propriétaires qui décident de rénover son locataire ou qui fait des augmentations abusives de loyer. Donc, c'est vraiment important pour nous de vous rappeler que le contexte de location là, du cohabitat à la Chine est géré par une organisation à but non lucratif, par Village Urbain, et donc qu'on n'est pas dans cette démarche de maximisation des profits. Donc maintenant, je vais vous présenter des estimations de loyer pour la location. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que ce sont vraiment des estimations de loyer. C'est les loyers estimés pour un emménagement qui est prévu en 2026. Donc, les loyers sont différents selon le nombre de chambres qu'il y a dans chaque logement. Donc, à titre d'exemple, un logement de deux chambres, donc un 4,5, le loyer va être autour de 1 500 $ par mois, tout inclus. Donc, il faut vraiment comprendre que ce sont des estimations à ce stade-ci, que ça pourrait changer légèrement, mais au moins ça vous donne quand même une idée du loyer auquel vous pouvez vous attendre selon le type de logement que vous recherchez. Alors, ensuite, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que donc, Donc, ce sont des loyers, donc, comme je disais, abordables en fonction de la définition du gouvernement. Et en fait, pour faire en sorte que ces logements abordables bénéficient aux personnes qui en ont vraiment besoin, ben, en contrepartie, il y a aussi comme des critères pour avoir accès à la location. Et donc, il y a des maximums de revenus annuels qu'on va exiger pour que vous puissiez être admissible à la location. Donc, en fait, il faudra vraiment respecter un revenu maximum, pardon, pour rentrer dans le cohabitat. Ce revenu maximum, il est calculé par ménage, c'est-à-dire par famille, en fait, puis il dépend du nombre de personnes qui vivent dans le ménage. Donc, par exemple, pour une famille de quatre personnes, prenons un schéma classique, là, deux parents, deux enfants, le revenu maximum exigé, c'est environ de 119 000 $. Là encore, je tiens vraiment à le préciser, ce sont des estimations parce que c'est des critères qui vont être à respecter en 2026. Donc, on vous donne une idée, un ordre de grandeur de ce que ça va être, mais ça pourrait évoluer légèrement.
Donc, c'est plus pour que vous puissiez vous faire une idée, à savoir si vous allez pouvoir en fait déposer une candidature ou non pour être locataire. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à présenter, Maïs. Alors, je vais laisser la parole à nouveau à Maïs qui va vous expliquer les prochaines étapes pour embarquer dans le projet. Merci Estelle. Donc maintenant que vous avez un aperçu sur à quoi ressemble le logement, à quoi ressemble le projet, à quoi ressemblent les chiffres aussi, vous vous demandez sûrement comment je fais pour rejoindre ce merveilleux projet. Donc, trois étapes vous attendent. Première étape, c'est le même formulaire. On dit remplir le formulaire d'intérêt. Plusieurs d'entre vous le savent déjà, ce formulaire. Plusieurs d'entre vous l'ont rempli déjà. C'est un formulaire disponible sur notre site web qu'on va partager avec vous de nouveau suite à cette rencontre, à tout le monde qui est présent ce soir. Donc, c'est un formulaire qui va nous permettre à connaître votre intérêt au projet, qui va nous permettre à comprendre un petit peu les profils des personnes intéressées et ça va vous permettre à recevoir les informations euh, assez rapidement, en fait. On va vous contacter, ceux qui sont sur la liste du formulaire d'intérêt, euh, tout le monde avec les détails à venir pour l'ouverture des candidatures. Donc, ça m'arrive à l'étape numéro 2 qui est dépose ta candidature. Donc, dans prochainement, on va dire, on va vous partager un processus de sélection, un processus d'intégration qui est en cours en ce moment. Donc, on va vous le partager en temps et lieu pour savoir comment intégrer le projet. Et l'idée, c'est, on a quand même une demande importante de personnes intéressées par la location. L'idée, ce serait d'intégrer tranquillement le projet en ayant une intégration douce et graduelle. Et ensuite, une fois sélectionné, une fois intégré dans le projet, ben là, ça sera le moment de s'engager. Comme Estelle l'a mentionné tout à l'heure, on a déjà environ 12 ménages qui ont réservé un logement. Donc, ça sera l'occasion de joindre à ce groupe-là de personnes, d'échanger avec eux et elles, de les connaître, connaître avec qui vous allez habiter et ainsi commencer un petit peu le travail si vous êtes disponible. Bien sûr, pas tout le monde est disponible, mais ceux qui sont intéressés seront invités à réfléchir aux règles du vivre ensemble. Par exemple, Estelle avait mentionné comment aménager les espaces, quel genre d'ameublement est-ce qu'on souhaite, et assister à des formations parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais pour vivre ensemble, ça prend quand même des connaissances sur la cogestion. La communication, ce genre de choses. Donc, ça sera le moment de commencer ces formations puis de vraiment mettre la main à la pâte. Donc maintenant, c'est le temps d'entendre un témoignage de votre future voisine, de notre Barbara Serrandour, qui est maintenant future cohabitante depuis plus d'un an et demi maintenant. Barbara va vous parler de son expérience, de ses motivations, de qu'est-ce qui l'a amené à joindre ce projet. Et elle va vous parler aussi à qu'est-ce qui vous attend. Merci. Ça fait drôle de me voir en gros comme ça. Je vais juste mettre mon temps parce que je pourrais vous parler pendant des heures, mais je crois que j'ai juste 5 minutes, alors je vais être brève. Euh, Moi, j'habite à la Chine et je suis le projet depuis mai 2022. Donc, les premiers focus group, j'étais là. Alors, je suis très impliquée, très intéressée par ce projet-là. Euh, je vis à la Chine, j'adore la Chine, le bord de l'eau, c'est vraiment extraordinaire, la vie communautaire, les activités, tout ça. Mais spécifiquement pour le projet, euh, moi, c'était mon fantasme d'avoir un projet de cohabitat comme ça à la Chine, parce que j'adore cet endroit-là. Et finalement, ça s'est fait merveilleusement, comme par magie, comme ça arrive rarement dans la vie, avec Village Urbain qui a eu ce leadership-là de partir ce projet. Puis c'est quelque chose que je veux mentionner parce que il y a beaucoup de projets de cohabitat qui ne fonctionnent pas, qui ne lèvent pas. Et le fait d'avoir Village Urbain avec nous, c'est hallucinant à quel point c'est aidant, là. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait en amont, puis c'est vraiment, vraiment super bien. Euh, donc, c'est ça, moi, j'ai vraiment une confiance totale dans l'équipe. C'est vraiment dur de partir un projet comme ça. Fait que c'est un plaisir d'arriver, puis qu'il y a déjà un bout de fait. Moi, ce qui m'attire particulièrement dans ce projet-là,
Je suis séparée depuis plusieurs années, je n'habite pas avec mon copain, mes enfants sont partis, puis j'ai vraiment hâte de vivre avec des gens. J'ai vraiment hâte. Moi, les repas communs, j'ai super hâte de célébrer les anniversaires, de jouer avec des enfants. Il y a quelque chose de l'ordre là, du le côté communautaire. J'ai aussi étudié en environnement. Je trouve que notre empreinte écologique, c'est super important de faire notre part. Puis il y a vraiment quelque chose de... Ouais, je suis comme une grande rêveuse, puis un peu d'utopia, là. Est-ce qu'on peut faire un petit micro-climat, un petit village, je sais pas, de Gaulois qui résistent, enfin. Euh, donc c'est ça, moi, le côté multigénérationnel, multiculturel, les âges, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, Moi, je suis engagée comme responsable du cercle vie communautaire et communication. Donc, on a le super mandat de faire des parties. Fait que ça, c'est vraiment très agréable. On en prépare d'ailleurs un pour Noël. Euh, oui, c'est vraiment ça. Puis on parlait entre nous, on est plusieurs nageurs, puis on se disait, ah, c'est dur de se lever, par exemple, le matin pour aller nager. Fait que là, on va se mettre sur le babillard. Demain matin, 7 heures, qui c'est qui vient? 7h30, puis hop, on part ensemble. Il y a vraiment, on est sur le bord de l'eau, on pourrait avoir des kayaks ensemble, sans nécessairement que chacun ait son kayak, puis on va sur le bord de l'eau. Il y a du bateau dragon, il y a 3 millions de trucs à faire. Vraiment, c'est un beau projet. Puis je les avais vus, les plans, mais de les revoir encore ce soir, c'est comme, oh mon Dieu, je peux pas croire que je vais vivre dans un bel environnement comme ça. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux. J'ai hâte d'aller sur le toit vert. J'ai hâte de... C'est ça. Il y a vraiment... c'est un projet très, très excitant. Puis, oui, moi, ce que je voulais rajouter aussi, ben, c'est ça, tu sais, ce qui me touche beaucoup, c'est le côté communautaire, le côté environnemental, multiculturel. Puis personnellement aussi, en ce moment, je vis seule dans ma maison. J'étais enrhumée en fin de semaine, puis je suis pas la seule qui va avoir été enrhumée en fin de semaine, mais c'est comme, oh, j'aurais aimé ça, avoir des voisins qui m'amènent un petit bouillon de poulet, là. Puis, puis juste où j'habite, il y a un début de ça. Des fois, mes voisins, ils rentrent mes poubelles. C'est comme, oh, mais le cohabitat, c'est 1000 fois ça, là. C'est ça fois 1000. Voilà. Ben, j'arrive dans mon temps. Puis c'est ça, on a vraiment hâte d'avoir plus de monde dans le projet. On a super hâte que ça déboule, là. Il y a plusieurs personnes, je regardais les noms que j'ai vus dans des rencontres d'information plus tôt. Alors, on vous attend, on a hâte. Vraiment. Oui, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Estelle, mais si vous voulez me poser des questions, je... Il y aura peut-être des questions de Ouais. gens qui sont OK. connectés. Je pense que... Ouais, t'as vraiment bien fait le tour, Barbara. Je pense que ça Ouais. me donne encore plus envie. Merci beaucoup. Mm. Donc, on va prendre vos questions maintenant. On a environ 45 minutes. On a le luxe d'avoir fini un peu plus tôt la présentation. Je crois comment ça va fonctionner. Vous levez vos mains et on prend les questions par ordre, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Oui. Puis on va ouvrir, en fait, on va vous donner la possibilité d'ouvrir votre micro pour poser votre question. Alors, je pense dans l'ordre, c'est C'est Hélène. Hélène, oui. Donc, Hélène, parfait, tu peux poser Bonjour. ta question. Hélène, bonjour. Ma question, ce serait, est-ce que les habitants de la Chine vont être privilégiés dans le processus de choix des candidats? Non, pas spécialement. En fait, on privilégie vraiment les familles ou les ménages qui, de manière générale, peuvent avoir plus de difficultés à se loger, mais pas spécifiquement les personnes qui vivent déjà à la Chine. En tout cas, c'est pas prévu. On n'a pas pensé à ça, mais on voulait surtout, surtout donner accès aux personnes qui ont besoin et envie d'habiter en communauté, qu'ils vivent à la Chine ou ailleurs. Alors, ouais. Shirley,
Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si vous avez pensé d'adhérer à la programme Subvention au loyer que permettent les personnes qui sont un faible revenu parce que là, dit pour une personne qui habite en HLM à 1300, ça va être probablement trop élevé pour être accessible. Mhm. Malheureusement, non. Il n'y aurait pas de programme de supplément au loyer pour diverses raisons complexes de financement et juridiques, là, mais malheureusement, la réponse est non. Merci, Shirley. Lim Burner. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Mon prénom, c'est Julie. Merci, Julie. bonjour Julie. J'aimerais savoir, une fois que le formulaire d'intérêt est envoyé, comme dans mon cas, je l'ai envoyé en avril dernier. Ça fait longtemps, ma situation a changé, mes enfants sont partis. Est-ce que je vais pouvoir, refaire un autre formulaire d'intérêt? Et aussi, j'avais entendu que la deuxième étape, il y aurait peut-être une entrevue. Est-ce que c'est toujours vrai? Alors, pour répondre à votre première question, vous n'aurez pas à re-remplir le formulaire d'intérêt. Une fois c'est fait, vous êtes sur la liste, donc c'est parfait. Il y aura éventuellement un formulaire de candidature que vous aurez à remplir. Vous avez entendu qu'il y aura possibilité d'entrevue. En fait, ce qu'on souhaite, il n'y a rien d'établi encore à ce niveau-là, mais on souhaite vraiment donner accès à d'autres moyens de poser sa candidature si jamais écrire, c'est pas notre force, par exemple. Donc oui, ça sera une possibilité, si vous préférez, bien sûr. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Si. Est-ce que c'est Hélène maintenant? Marie-Lou. Marie-Lou? Ah oui, Marie-Lou. M'entendez-vous? Oui. Oui. Oui, vous avez fait mention tout à l'heure que les montants, pardon, des loyers, c'était tout inclus. Qu'est-ce que vous considérez comme tout inclus? Chauffé, éclairé, certains électroménagers? Euh, Ouais, c'est une bonne question. Donc, il y aura les électroménagers, c'est-à-dire cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle dans chaque logement. Dans les logements de 3 et 4 chambres, il y a aussi une laveuse. Puis ça comprend aussi, en fait, quand on dit tout inclus, là, l'Internet et l'électricité. j'ai Oui, dit, pourquoi, je m'excuse, je vous perds. Vous avez donc dit Internet et électricité, c'est bien ça? Exact. Exact. ainsi qu'un casier de Ah rangement. oui, et c'est vrai, et oui, un casier de rangement au sous-sol. Ouais, Parfait. Merci beaucoup. merci. Modeste Dion. Je sais pas, mais, Vous devez vous démuter. modeste. Ah, Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. oui, D'accord, bonsoir à vous. bonsoir. La présentation est très impeccable et je vous félicite. Merci beaucoup. Merci. Alors, je voudrais savoir, parce que je n'ai pas suivi le début, je voudrais savoir si les logements dont on parle à l'instant, c'est situé où? Et l'adresse exacte, c'est le 22-25 rue Notre-Dame à Lachine. La Chine, c'est où? Lachine, c'est dans l'ouest de l'île, Dans- après la salle. Oui, c'est sur le bord du Saint-Laurent, du Ah, fleuve. d'accord. Oui. D'accord, parce que c'est vrai que je me suis inscrit à la présentation, mais moi, je suis à Gatineau.
Ah oui, là, on est à Montréal, ouais, c'est à Montréal. Oui, oui. Donc, mais je vais poser quand même ma question. Alors, est-ce que il y a des conditions financières particulières pour pouvoir avoir accès? Oui, C'est-à-dire, est-ce que je dois payer une participation financière avant d'avoir accès? Hmm. ouais, alors tous ces détails-là vous seront partagés plus tard. Par contre, la condition financière importante, c'est qu'il y a des plafonds, des revenus maximum en fait pour pouvoir être locataire dans le projet. Et Ok, le montant de revenus maximum dépend de la taille du ménage. Donc, selon le nombre de personnes qu'il y a dans le ménage, une, deux, trois, quatre personnes, etc. ok, très Voilà. bien. Merci beaucoup, merci. Merci. Je pense que c'est Nat- Nathalie. oui, Nathalie, vous pouvez vous démuter. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, oui, je suis originaire de la Chine, alors je suis contente que vous ayez décidé de s'implanter là pour commencer. J'ai trois petites questions. Les critères d'admissibilité financiers ont été expliqués. Quels sont les autres critères? Parce que si vous allez avoir sûrement une grosse demande, là, comment on va pouvoir se démarquer? Ça, c'est ma première question. L'autre question, c'est dans les aires communes, texte à main échappée, là, est-ce qu'il y a un atelier de prévu, euh, couture ou autre? Et ma troisième question, quels sont vos projets ultérieurs? Est-ce que vous avez commencé à imaginer d'autres endroits déjà ou c'est trop tôt pour en parler? Mhm. Toutes des bonnes questions. Alors, donc, la première question sur les critères. Donc, le seul euh, critère vraiment d'admissibilité, on pourrait dire, c'est au niveau des revenus. Donc, on a présenté tout à l'heure. Après, il n'y a pas d'autres critères qui font que quelqu'un, a priori, ne pourrait pas rentrer dans le projet. Ceci dit, il va y avoir quand même des critères de sélection, c'est-à-dire que par exemple, on va favoriser des familles ou des ménages, des futures familles. On va aussi favoriser des personnes issues de groupes sous-représentés. Donc, il y a certains profils qui peuvent être favorisés, mais il n'y a pas c'est pas il y a pas d'autres critères d'admissibilité que les revenus. Euh, et après, ce qui est aussi évidemment très important, c'est l'intention, en fait, le fait de vouloir vivre en cohabitat, d'avoir envie de s'impliquer dans son milieu de vie, d'avoir envie de connaître ses voisins, ses voisines, comme un peu ce que décrivait Barbara tout à l'heure comme esprit. Ça, en fait, c'est probablement en fait, c'est ce qui compte le plus là dans la sélection, donc vraiment votre motivation pour vivre dans le cohabitat. Ensuite, sur l'atelier, donc on a prévu un atelier au sous-sol, mais qui se veut plus être un atelier salle, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut faire, on peut faire, je sais pas moi, de la peinture ou comme je disais tout à l'heure, des travaux plus cochons, etc. Pour des ateliers comme, par exemple, pour de la couture, on a, en tout cas, ça va être ça va être à vous de voir comment vous voulez vous organiser, mais il y a une salle qui est un peu en retrait qui s'appelle la salle Flex qui peut être une chambre d'invité, mais qui pourrait aussi servir à d'autres, de d'autres façons, en fait, et utilisée autrement quand elle n'est pas utilisée en tant que chambre d'invité. On a prévu une façon enfin, elle est aménagée de façon à ce que le mobilier puisse facilement être déplacé. Et puis, d'autres endroits, oui, on travaille fort sur d'autres projets qui sont beaucoup moins avancés que celui de la Chine, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on va vraiment comme le début du chantier pour la Chine est imminent, là. Fait que ça va vraiment être le premier cohabitat de village urbain, celui de la Chine. Mais il y a d'autres projets sur lesquels on travaille qui sont à ce stade-ci pas assez avancés pour qu'on puisse vous donner beaucoup d'informations. Mais avec le temps, ça. Vous le saurez. Ouais, c'est ça. Maintenant, Pierre-Paul Frappier. Allez-y, Pierre-Paul, vous Bon, m'entendez? Oui.
On vous Oui, entend. oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonsoir. Euh, Est-ce que vous prévoyez intégrer au projet de cohabitat des aînés comme moi, âgés de 74 ans, autonomes, qui est seul et sans enfant? Alors, on n'a pas de démographie spécifique en tête, mais c'est sûr que c'est un cohabitat intergénérationnel, donc tout le monde est le bienvenu pour postuler. Mhm. Je vous encourage fortement, On a, Pierre-Paul, à on postuler. a on a des personnes qui sont déjà impliquées dans le projet, mais qui sont plus âgées, qui sont plus âgées. Donc, je pense que le critère d'autonomie est important, en effet, mais il y a pas de critère sur l'âge. Mhm. Parfait, je vous remercie. Merci. Avec plaisir. La prochaine personne. Lou, je pense. Ouais, Lou. Oui. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, Parfait. bonsoir. Ben, merci encore pour la belle présentation. En effet, c'est très bien fait. Je voulais vous demander, là, je vois que pour deux personnes, c'est 84 000 $ le cap. Et alors, ma fille qui est adolescente, qui est une deuxième personne, elle compte comme deuxième personne. C'est juste mon salaire qui est pris en compte, n'est-ce pas? Oui, exactement. En fait, c'est vraiment le nombre de personnes dans le ménage. Donc, les enfants ou, par exemple, je ne sais pas moi, un parent mais qui n'a pas de revenus compte quand même. Même les personnes qui n'ont pas de revenus dans le ménage comptent dans le nombre de personnes. OK, d'accord. Et puis là, vous parliez de d'autres projets. Est-ce que au moins vous savez déjà les lieux ou pas encore? Ben, on travaille sur plusieurs autres projets, mais je dirais que celui qui est le plus avancé après la Chine, ça va être à Laval. À Laval, ok, d'accord. Et puis l'autre, après, il y en a-t-il un Les autre? autres, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Ok, et ensuite, vite comme ça, comme il reste combien d'unités à vendre? Ok, 5. 5. Ouais. Et c'est 5 sur combien déjà qui reste? Il y a 58 logements au total. C'est ça, mais ceux à vendre, il y en a combien au total? 16. 13. 16. 16 et il en reste 5. Mhm. Ok, parfait. Et avez-vous une autre session, mais pour l'achat ou pas? On n'en a pas de prévu, mais vous pouvez toujours nous contacter ou prendre un rendez-vous pour nous parler en ligne si vous avez d'autres questions. Ok, super. Ok, je vous remercie beaucoup. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. C'est la famille Pétrieux-Gagné. C'est Bonjour. Cindy. Allô, Cindy. Allô, Cindy. Ben, on est content d'avoir ça avance, ça avance. Et Ça en fait, j'ai deux questions. Une première de pure curiosité. On se demandait combien on était ce soir. Et la deuxième question, c'est par rapport au processus. Ce que j'ai compris, c'est que si on a rempli le formulaire d'intérêt, c'est comme vous qu'allez nous revenir, c'est ça? Puis là, quand vous dites dans les prochains mois, j'avoue qu'on est quand même OK dans les prochains mois, mais dans 6 mois, 3 mois, 2 mois, fait que voilà. Bonne question, Cindy, comme toujours. Donc ce soir, on est 79, 80 personnes. Oui, 82, comme dit Raph. Pour le processus à venir, je pense que c'était ta prochaine question. Non, pour répondre à la question précédente, oui, c'est nous qui allons vous revenir. Le timing, j'ai envie de dire, c'est plus proche de 3 mois que 6 mois. C'est ça qui est envisagé, mais j'ai pas de date prévue encore. Mais on travaille fort pour que ça soit partagé au plus tôt possible. Surveillez vos courriels. Oui. Ouais, ben on est abonné avec plusieurs courriels là, fait qu'on peut pas passer à côté là. Puis j'ajouterais juste, ça fait un bout qu'il n'y a pas eu d'événement, puis nous, ça nous manque la gagne. Fait qu'on se demandait qu'est-ce qu'il allait y avoir bientôt un événement Ouais, ça ouvert sent aussi aux bien, ça sent aspirants. bien. OK. Ça sent bien. On a une toute nouvelle personne là qui est derrière l'écran, pas loin, qui vient de rejoindre l'équipe pour nous faire vibrer ensemble à nouveau. Sortir de chez C'est le nous. poste de chargé de mobilisation, c'est ça? Exact. Ouais. OK, nice. Merci, Merci. Cindy. Merci beaucoup.
Je vais inviter Linda. Bonjour, est-ce que vous... OK. Je voudrais juste savoir comment on va faire la différence entre l'implication d'un propriétaire versus un locataire. Mhm. Eh bien, en fait, le principe, c'est qu'il n'y ait pas de différence le plus possible. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que toutes les personnes qui vivent dans le cohabitat, qu'elles soient locataires ou propriétaires, s'impliquent dans un comité, puis s'impliquent de manière générale dans la vie du cohabitat. C'est parce que je pense qu'un propriétaire est impliqué plus à long terme qu'un locataire qui va signer un bail d'un an, mettons. Ben, c'est sûr que, ben, en fait, l'idée vraiment, c'est que les locataires s'impliquent autant, peut-être même s'ils ils signent un bail, un engagement financier qui est moins long, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a il y a un niveau d'implication moins important qui est attendu. En fait, c'est vraiment le même niveau d'implication qui est attendu. Ça, c'est vraiment important. En fait, il faut vraiment que la personne ait envie de s'impliquer dans son milieu de vie, de vivre en cohabitat. Après, c'est sûr qu'il y a un syndicat de copropriété, parce que ça, c'est une obligation légale qui fait que les propriétaires s'impliquent dans le syndicat de copropriété en plus. Mais sinon, il y a vraiment le même niveau d'implication en termes d'investissement qui est attendu pour les locataires comme pour les propriétaires, même si en effet, les locataires ne signent qu'un bail et n'achètent pas leur logement. OK. Merci pour la réponse. C'est parce que j'ai suivi le cohabitat à Québec, puis ils semblent être tous propriétaires, comme Mhm. tous au même niveau. J'aurais vu, tu sais, tout locataire ou tout propriétaire, mais j'ai un peu de la misère à voir les deux genres ensemble. Merci. Ils sont des locataires actuellement, en fait, mais c'est Mhm. sûr que c'est rien à voir avec notre ratio de locataires, mais les locataires s'impliquent également. Exactement. On est à Luce. Luce, je ne sais pas Oui, si... est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Bonjour, Luce. Bonsoir. Donc, ben, ma question a été un peu répondue parce que je me demandais si un locataire pourrait en cours, advenant que sa situation change, avoir une option d'achat sur son unité. J'entends en même temps qu'il reste 5 unités qui sont encore Ouais. en vente. Donc, Ouais, ben, je peux peut-être donner des précisions là-dessus. Donc, il reste donc 5 unités à vendre, mais qui sont différentes des unités à louer. Et une personne qui va être locataire dans le projet ne pourra pas acheter son logement. Euh, d'accord, donc d'accord. c'est vraiment des logements différents, juste pour être très clair. OK. Ouais. Et puis présentement, est-ce que les unités qui restent avant, est-ce que c'est deux chambres? Il faudrait Euh, voir pour avoir les prix aussi. J'ai pas entendu. Très honnêtement, je ne sais plus. Est-ce qu'il reste des 2 chambres à coucher à vendre? Je ne sais plus, mais tout est disponible sur notre site internet. Fait que vous OK, d'accord, j'irai regardez. voir. Ouais, sur le site internet, vous aurez l'information la plus à jour. C'est parfait, merci. Merci. Je pense que c'est Julie qui est le tour de... Oh, ou Hélène? Hélène, non? C'est difficile à savoir si la main de Hélène est ancienne ou nouvelle. Mhm. Sinon, est-ce que Nancy veut y aller? Nancy? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bien c'est ça. Ma question est rapport au transport. Mhm. Pour
pour les gens qui ont à aller souvent au centre-ville. Et parce que j'ai vu qu'il y a la piste cyclable. J'imagine qu'il va y avoir des casiers pour les vélos et des endroits comme ça. Mais pour le reste, comment ça, euh, les autobus communautaux, comment ça fonctionne autour du projet? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est... Alors, il y a des stationnements de vélos qui sont prévus au sous-sol, pas des casiers vraiment, là, mais plus comme des stationnements de vélos, et aussi à l'extérieur et à l'intérieur au sous-sol. Après, en effet, il y a des bus. Il y a un bus, je pense on appelle ça comme un bus express qui va directement au métro Lionel Groux. Il y a aussi les communautés qui sont arrivés à la Chine, je pense, l'année passée, les Flex. Et on prévoit aussi un système d'autopartage dans le cohabitat, donc à voir comment ça va être fait. Ça reste à déterminer. Est-ce que, par exemple, il y aura comme une petite station communauto dans le cohabitat ou est-ce que ce sera un système d'autopartage entre les cohabitants? Ça reste à déterminer, mais ce qui est certain, c'est que on veut favoriser le plus possible la mobilité active et puis la mobilité durable. Voilà. Merci Nancy. Puis je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui donne toutes les informations que j'avais pas en tête sur le numéro de bus, etc. La ligne de bus, et que c'est parfait. Merci à ceux qui y participent déjà en fait. Je pense la prochaine personne, Lise. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. 3 petites questions pour vous. Combien de plus pour un espace pour un garage? Pour le stationnement, je pense que j'ai comme un doute là, je m'excuse, mais je pense que c'est 200 $ par mois le stationnement. Oh, vous n'y allez pas de main morte? Non, en effet. En fait, il n'y a pas beaucoup de cases de stationnement. Fait que c'est aussi un peu pour. Puis c'est, comme on disait juste avant, c'est pour. On veut vraiment encourager le plus possible l'autopartage, les vélos, etc. Puis on n'a pas beaucoup de cases de stationnement. Oh, ça augmente le prix du loyer, ça. Mhm. De beaucoup. OK. J'ai vu que vous avez parlé et à plusieurs reprises dans d'autres chattings comme ça, qu'il n'y aurait seulement qu'un ascenseur? Oui, il y a un ascenseur. Un ascenseur. Ben, qu'est-ce qui arrive si l'ascenseur brise et ça prend quelques jours pour la réparation pour une personne à mobilité réduite, mettons? Mhm. Bah, écoutez, en général, c'est quand même très rapide pour les réparations d'ascenseurs. Là, pour avoir vécu le cas une fois, ça prend pas quelques jours. En général, c'est fait dans les heures qui suivent. Puis la probabilité que ça arrive est quand même faible, d'autant plus que c'est un projet neuf, donc tout est neuf là. Mais la probabilité, le risque nul n'existe pas, mais en général, c'est quand même rapide. Non, parce que vous savez, vous avez donné une fois, on s'était tous rencontrés à la bâtisse Notre-Dame, 7e avenue Le Grand. Mhm. La bâtisse, juste là au bord de la rue, là, il y avait des condos au 2e, juste pour vous donner un exemple. Il y avait un ascenseur, elle a brisé. J'ai une copine qui restait là. Cancer, pas capable de bouger. Ça a pris 1 an pour réparer l'ascenseur. Elle a Non, dû déménager en parce tout que cas, dans notre cas, il n'y avait pas ça d'argent. prendra pas un an pour réparer un ascenseur, je vous le garantis. C'est aussi l'intérêt que les logements locatifs soient... en fait, Village Urbain est propriétaire des logements locatifs, fait que Village Urbain va aussi jouer un rôle de gestionnaire dans le projet, puis pour permettre de gérer des tas de problèmes ou d'entretiens comme ça. Fait que je On vous ne fera pas ça. garantis que vous ne resterez pas un an sans ascenseur. C'est inconcevable. Non, c'était inconcevable, justement, oui. Ma dernière question, les galeries et les terrasses, avez-vous une idée des dimensions? Non, très honnêtement, je ne les ai pas en tête, les dimensions des C'est tout balcons. petit ou c'est quand même assez... Mais je pense que sur notre site Internet, vous pouvez voir les dimensions précises. Ah, Je OK, vous j'étais donne allée, mais ça fait déjà un bout de temps, je n'avais rien vu, là. OK.
Ouais, sur notre site internet, vous devrez être capable de retrouver toutes les dimensions. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez nous contacter via Nous écrire. bonjour-villageurbain.org. Mhm. Je vais donner la parole à Diane Morin. Voilà, me voilà. J'avais aussi des questions concernant les dimensions des lieux de vie, mais là, c'est sur votre site, c'est ça? Oui, toutes les dimensions des logements, puis des espaces communs sont sur sur notre site. Voilà. Mes autres questions, je les avais écrites ici dans le chat. Attendez. Je dis, avec les changements climatiques étant près de l'eau, est-ce qu'on a pensé au danger d'inondation? Oui, complètement. Bon, déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est le gouvernement hein, du Québec qui a publié récemment, qui a mis à jour en fait sa carte de zone inondable euh, Uh-huh. à l'automne dernier. Ouais, ça Oui, doit être dernièrement, oui, je me souviens. Mhm. et donc, l'adresse du projet n'est pas dans une zone inondable. Parfait, C'est déjà vraiment parfait. une bonne nouvelle. Ceci dit, il y a un système de Pompage? ben oui, il y a comme un bassin de rétention en cas de très, très forte pluie qui permet d'absorber tous les excédents d'eau avec un système de pompage pour évacuer et même une génératrice si jamais il y avait une panne Un d'électricité problème. aussi pour comme... D'accord. Parce que, hein, oh là là, avec toute l'eau qu'on reçoit de Mhm. plus en plus. Alors, j'avais aussi juste une petite question pratique. Dans le cas, parce que là, vous parlez que tout inclut, ça inclut les électroménagers et l'équipement de cuisine. Dans le cas où on a déjà les électros et notre équipement, est-ce qu'on bénéficie d'un rabais? Non, Non. malheureusement, vous ne pouvez pas les amener dans le logement, Ah ils sont non? déjà installés. Ouais. Ah, Ouais. d'accord. Ça, c'est pour éviter aussi, en fait, lors des déménagements, quand les gens apportent leurs électros, souvent ça abîme les murs, tout ça. Il y a Ah beaucoup, oui, beaucoup de trous, fait qu'on veut éviter ça. Et, d'accord. donc, vous pourrez malheureusement pas On ramener. récupère un peu du Ouais, budget. mais vous pourrez les D'accord. revendre. Ah oui, ils sont neufs en plus. C'est bien. Merci, vous avez répondu à mes questions. Merci, Diane. Merci. On va inviter maintenant Céline, pardon. Oui, bonsoir. Merci pour les présentations. En fait, on avait hâte d'avoir la présentation pour les locataires, donc c'est chose faite. Moi, je viens avec deux questions qui n'ont pas été répondues, je pense. Pour les frais, en fait, hormis les loyers, est-ce qu'il y a des frais communs pour les charges communes, on va dire, le chauffage? Le chauffage, c'est quoi? C'est un chauffage électrique? Comment c'est chauffé? Ouais. Oui, c'est le chauffage électrique avec des plaintes électriques, là, comme on voit beaucoup, c'est assez classique. Euh, Ok. L'électricité est inclus dans Dans le le, prix du loyer? Ouais, c'est ça. Après, on réfléchit à différentes choses. Par exemple, peut-être de rajouter un petit budget pour ce qu'on appelle le vivre ensemble, pour organiser des choses dans la maison commune, des choses comme ça. C'est pour ça les loyers qu'on vous présentait, là, c'était vraiment comme des estimations pour vous donner un ordre de grandeur. Mais c'est sûr que ça peut évoluer un petit peu, là. Donc, voilà. Puis Ok. on parlait du montant à payer aux propriétaires villages urbains. Donc, il se peut qu'il y ait un autre fonds pour la vie communautaire qui ne sera pas versé à village urbain, par exemple, qui sera entre les cohabitants. Mhm. Parfait, je comprends mieux. Et ma dernière question, c'est au niveau du plafond des revenus. Là, vous faites le calcul sur la base des revenus imposables 2023 ou parce que là, c'est en fonction de la candidature, vous allez lancer les candidatures en début d'année, je suppose. En fonction de ça, vous vous basez sur quel revenu en fait pour Alors, la... les revenus les plafonds de revenus qu'on a présentés ce soir, c'est des estimations pour 2026. Donc, c'est certain que ben, peut-être que vous connaissez probablement pas votre revenu en 2026.
Mais vous pouvez comme avoir une idée que si vous rentrerez ou pas dans les plafonds. Puis si jamais votre situation change drastiquement d'ici là, ben, ça se pourrait que ça remette en question votre admissibilité au cohabitat. C'est ça. D'accord. Mais, Puis, mais ouais. je comprends. Et encore une toute dernière question, toujours sur les revenus. Ça veut dire que si d'une année à l'autre, les revenus changent, on n'est plus admissible Alors, comme locataire? ouais, je comprends la question. Ben, donc, les revenus sont indexés à chaque année, toujours à la hausse. On n'a jamais vu ça. En fait, c'est des normes qui sont imposées aussi par le gouvernement. Donc, les revenus sont ajustés à la hausse tous les ans. Ceci dit, si votre situation change, encore une fois, drastiquement, mettons, vous êtes rentré dans le cohabitat, vous avez été sélectionné, vous êtes admissible, mais je sais pas, je dis n'importe quoi, 5 ans plus tard, vous changez de job, puis là, votre revenu est vraiment différent. Euh, Théoriquement, vous n'êtes plus admissible au cohabitat, donc vous respectez pas les critères. Donc, ça pourrait engendrer comme des conséquences financières, mais On nous met pas la porte. C'est non, ça la question. on met pas, non, on met pas les gens à la porte. C'est pas Parce qu'évidemment, on veut pas, si on signe un bail, c'est un an, mais on veut pas partir au bout d'un an. Je veux dire, le but, c'est quand même s'installer exactement, Ouais, c'est notre exactement. pour but quelques aussi. années, on va dire. Ouais. Puis, je veux dire, on peut pas, on met pas les gens à la porte là. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça légalement. On ne veut pas faire ça. Et donc, c'est sûr que, puis là, c'est des contraintes du gouvernement qui nous sont imposées, qui ont comme leurs limites là, clairement. Mais donc, il pourrait y avoir des conséquences quand même, notamment financières, mais il y a personne qui sera mis à la porte. C'est bon, ça répond à mes questions. Merci. Merci à vous. Sébastien. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Oui, merci pour la présentation, c'est très instructif. J'avais les mêmes genres de questions que la personne précédente, donc ça a répondu déjà à une partie de mes questions. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait un surloyer au cas où les revenus changeraient et si on dépasse le plafond d'admissibilité. Donc, j'ai compris que c'était un surloyer. Ça reste à déterminer, là, honnêtement, Oui. c'est pas déterminé, mais ça pourrait engendrer un surcoût. J'imagine que si on est vraiment autour du plafond donné, peut-être que c'est bon, mais comme vous disiez, c'est drastiquement un changement drastique. Une belle promotion, on va dire, ça pourrait. Voilà, une autre question aussi qui me venait, c'est dès lors qu'on a passé les étapes d'admissibilité et puis voilà, que c'est bien engagé, parce que quand même 2026, c'est quand même assez loin là. Est-ce qu'il y a un délai dans lequel il y a un délai de désistement au cas où, ou pour les personnes qui souhaiteraient? Oui, en fait, les personnes qui souhaitent partir du projet ne seront pas retenues. Donc, si vous vous engagez et au bout de 6 mois, par exemple, vous changez d'idée à cause de raisons personnelles ou à cause que peut-être finalement le mode de vie ne vous convient pas, vous êtes invité à partir sans, je pense, ça sera Oui, sans Il conséquence. n'y a pas de souci. oui. Il y a toujours un taux de roulement qui est attendu dans les projets comme ça. D'accord. Et proche de la réception du projet, tout ça, il y aura des visites qui seraient disponibles pour visiter les lieux, un peu comment c'est l'appartement type ou même les espaces communs. Alors, pour l'instant, le projet n'est pas construit. On a déjà organisé des visites du terrain, donc du site là où ça va être. On est déjà venu, oui. Mais c'est ça, À éventuellement. voir. On ne sait pas encore pour l'instant, honnêtement. Je dis ça parce que personnellement, j'ai jamais pris un appartement sur plan et ça peut faire peur aussi parce qu'on ne peut pas trop se projeter là. Mm. On aime bien voir un peu à quoi ça ressemble avant de s'engager plus. Enfin, voilà quoi, c'est mon point de vue. Pour l'instant, on ne le sait pas. C'est un peu loin là pour pouvoir Les s'engager. questions que je me suis posées pendant Et en tout cas, sachez que ça va être neuf, que ça va être beau. Puis voilà. C'est en France, alors. Non, non, c'est ça. Mais moi, ok. Peut-être y penser de faire des visites ou quoi quand le projet sera concrétisé, enfin, proche de la réception.
Ouais, bah, si on n'a pas déjà tout loué à ce moment-là, probablement, ce qui peut se passer, c'est que ce sera proche de la réception, probablement que tout sera déjà loué Et là. voilà. Ouais, Ouais, ouais. Mhm. D'accord. merci. Bernadette. Vous m'entendez? Oui, Allô? bonjour. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'avais trois petites questions. La première, c'est par rapport au revenu. Est-ce que c'est un revenu avant déduction ou après déduction? C'est un revenu Brut. ouais, brut. C'est le revenu brut? Ouais. D'accord. Je voulais savoir aussi comment se fait la répartition des appartements entre les propriétaires et puis les locataires. Est-ce qu'on est mélangé ou on est séparé? Mélangé complètement. D'accord. Puis une dernière petite question par rapport à la vie participative, aux initiatives et autres. Toujours entre les propriétaires et les locataires, est-ce que, il va y avoir une répartition au niveau des votes qui va être davantage favorable aux propriétaires versus les locataires ou si, mettons, un locataire en tout cas, souhaite faire quelque chose et c'est soumis à votation, au vote, pardon, est-ce que ça va être 1-1? En fait, tous les règlements, les décisions prises qui touchent au vivre ensemble, aux espaces communs, vont être également répartis par tout le monde sans aucune distinction. À moins que ça touche vraiment à un enjeu qui relève du syndicat de copropriété, qui sont les travaux majeurs, etc. Ça va être des décisions pour lesquelles il n'y aura pas de distinction sur qui est-ce qui vote. Puis il y aura aussi d'autres systèmes de prise de décision collective qui parleraient même pas de vote, mais plutôt de consentement, etc. Mhm. Puis même pour aller un peu plus loin, donc vraiment pour toutes les décisions qui touchent au vivre ensemble, mettons organiser quelque chose, quoi, comme vous disiez, les propriétaires et les locataires ont le même droit de vote, mais même, mettons, quelqu'un qui a un logement de 4 chambres n'a pas plus de poids dans le vote que quelqu'un qui vit dans un logement de 1 chambre. C'est vraiment un membre, une voix. Ok. Ça veut dire qu'un locataire, je veux dire, si on a une initiative, on veut faire quelque chose, on ne se fait pas forcément bloqué par des propriétaires qui ne sont pas d'accord. Ah non, non. Non, 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 pas du tout. J'ai vu Diane Morin écrire dans le clavardage que ça sera à travers des cercles, donc des comités, des cercles. Mhm. Donc, les personnes seront invitées à joindre un cercle, que ce soit cercle vie communautaire, comme Barbara l'a mentionné. Ça peut être cercle finance, cercle ménage ou peu importe. Donc, notre participation est égale avec les autres membres du cercle. Mhm. Puis au Ok. contraire, je pense que les futurs propriétaires sont très désireux là, d'avoir des locataires qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de faire des choses. C'est vraiment ça là, l'esprit du cohabitat, fait ils veulent ça et ils veulent l'encourager ça aussi. Mhm. Ok. Je pense pas que, tu sais, assis autour d'une table, on va réfléchir à, OK, bah, qui parmi nous est propriétaire ou locataire. C'est vraiment pas... Bah, c'est sûr que les locataires ont un intérêt, c'est leur bien, ils ont investi, versus les locataires, ils y vivent dedans, bien évidemment, ils aiment leur bien, mais c'est ça, je me demandais si on favorisait plutôt les propriétaires, puisque pour eux, c'est un investissement quand même, euh, en tout cas pour certaines initiatives. C'est une Merci. question, mais c'est ça. Notre image, c'est vraiment d'avoir une communauté bien soudée dans laquelle tout le monde prend soin de ses espaces communs, tout le monde prend soin de les uns les autres. Donc, on est confiante que ça va être possible. Je vais inviter Yacine et Cécile. Je sais pas Oui, si- bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Ah, parfait. Merci. Bah, merci d'abord pour la présentation de ce projet. On se posait une question parce qu'on est une famille de trois, donc on a en ce moment un petit bébé. D'ici 2026, c'est possible que l'on passe à 4 membres.
bien sûr, on ne sait pas du tout, mais c'est une possibilité. Donc, on se demandait si vous conseillez plutôt, donc quand on remplit les formulaires, on considère plutôt la taille du ménage actuel ou projeté donc en 2026. Merci. Ouais. C'est une bonne question. Ben, moi, je dirais le plus proche de votre estimation que possible. C'est sûr que en fait, c'est votre situation au moment de l'emménagement qui va compter. Donc, au niveau des revenus et donc de la taille du ménage. C'est ça. Donc, donnez c'est ça, votre réalité la plus objective en 2026. Mais c'est sûr que je comprends que vous ne maîtrisez pas tout là. Mais Ok. ouais, on n'a pas une réponse très précise, mais Si, on peut. si, non, ça aide quand même. Merci beaucoup. Exactement, merci. Merci. Merci, Cécile. On va inviter maintenant Jean Gagnon, Doré. Bonjour, Jean. Vous m'entendez? Oui, bonjour Jean. Bonjour vous deux, comment allez-vous? Ça C'est va, le fun de vous merci. revoir, c'est le fun de vous entendre. J'étais dans les démarches antérieures, puis quelqu'un a posé la question que je voulais poser, mais je vais quand même la ramener parce que je trouve que ça ramène, ça revient beaucoup au sens de la démarche que vous faites, qui est magnanime, qui est grandiose, que je dirais. C'est le mélange des propriétaires et des locataires. Et vous avez répondu d'une façon très intéressante parce que on sait que les propriétaires vont avoir des frais de condo, par exemple, un fonds de prévoyance, des choses comme ça, de façon à pouvoir couvrir les travaux. J'assume, et c'est une question que je vous pose à tous les deux, j'assume que c'est la coop qui le fait pour les propriétaires, les locataires. C'est la coop qui constitue un fonds de prévoyance ou... Ben en fait, non, c'est vraiment au niveau du syndicat de copropriété qui a un fonds de prévoyance. Puis dans le fond, les locataires contribuent indirectement parce que Village Urbain, en tant que propriétaire des logements locatifs, verse sa part de frais de copropriété au syndicat de copropriété. Et ces frais de copropriété-là sont collectés via les loyers. C'est un peu technique là, mais Non, mais ça répond, ça répond. C'est un peu ce que je pensais, là. Il y a comme une passe donc, qui en permet. fait, les locataires contribuent aussi aux frais de copropriété indirectement via leur loyer, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci de votre présentation, c'est vraiment très intéressant. Et pour le suivre depuis quelques mois déjà, je vois que vous évoluez d'une belle façon. Je vous souhaite le succès. Je suis encore à me poser des questions par rapport à m'y inscrire comme locataire moi aussi. Peut-être que je pourrais d'ailleurs en faire partie, mais je vous enverrai un mot à un moment donné, puis je verrai, je passerai par les étapes un peu comme tout le monde. Mais bravo, belle évolution du projet. La situation est tellement pas facile à Montréal, je le sais, hein, les terrains coûtent cher, la construction coûte cher. Vous maintenez ça à des taux qui sont, à mon sens, grandement compétitifs, hein. On en voit d'autres projets, on voit le marché de la location à Montréal, c'est fou. C'est fou présentement les prix qu'on demande aux gens, c'est débile. Et vous avez une formule qui, ma foi, vous rend très, très abordable, très accessible. Merci pour ça aussi. Et Merci, puis, Jean. bonne continuation. Merci à toi aussi. Merci, Jean. Dominique Malacor. Allô, Dominique. On est content de voir des personnes qu'on connaît déjà, qu'on reconnaît. Dominique, tu dois te démuter. Sinon, on peut passer à Annie Lévesque et revenir à Dominique juste après. Annie? Annie, normalement, on devrait vous entendre. Si vous essayez de parler, normalement, vous êtes démuté. Dominique, tu peux y aller peut-être?
Sinon, Isabelle. Oui, bonsoir toutes les deux. Merci beaucoup pour la présentation du beau projet. J'ai des petites questions techniques par rapport au loyer. Donc, on a vu tout à l'heure le tableau des loyers. On sait que les nouveaux logements, normalement, les 5 premières années, il y a pas les propriétaires n'ont pas à suivre nécessairement les suggestions du TAL par rapport aux augmentations et tout ça. Donc, je voulais savoir un petit peu où vous vous situez par rapport à ça. Et la nouvelle clause, la loi 31 aussi, par rapport au fait que lorsqu'on signe le bail, on doit avoir une projection de ce qui s'en vient pour les 5 prochaines années. Donc, je vous lance ça comme ça, là. Je sais que c'est des projections, vous ne savez pas tout à fait là, où ça en sera en Oui, bien 2026 et sûr. tout ça, mais juste pour avoir une idée, en fait, si c'est possible pour vous. Oui, bien sûr. Non, non, c'est des excellentes questions. Puis en fait, on a les réponses là parce que c'est important de se conformer à la réglementation. En termes d'augmentation de loyer, donc comme on disait tantôt, il n'y aura pas d'augmentation abusive de loyer, pas dans les 5 premières années, mais pas non plus à l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'augmentation du tout, Oui, oui, mais oui. pour vous donner une idée, on prévoit là dans nos budgets 2,5% d'augmentation par an. Ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être un peu moins, mais ça va rester des augmentations raisonnables parce que Village Urbain est une organisation à but non lucratif. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que le projet soit viable financièrement, mais pas de maximiser le Le profit. profit, oui. Et, l'autre question, c'était... Par rapport à la nouvelle ah oui, clause, la loi ouais. 31, oui. Donc, on est obligé, en effet, de prévoir des fonds pour les 5 premières années. Tout ça, en fait, c'est déjà prévu aussi, là. On a vraiment euh, anticipé tout ça. Calculé, donc ça veut dire que sur le bail, par exemple, il y aurait l'augmentation de 2,5 à chaque année fois 5 avec le montant final pour nous dire à peu près où on en serait dans 5 ans, par exemple. C'est ça qu'on prévoit de faire, Oui, exactement. oui, Ouais, ouais. parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée. Donc, il est 7h32. On pourra peut-être prendre une petite dernière de Annie et ensuite on va clôturer cette rencontre. Annie, je pense qu'on va devoir vous laisser parce qu'on n'entend pas Annie. Euh, donc oui, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous êtes quand même près de 60 personnes d'être avoir resté jusqu'à la fin. On est vraiment contente. Merci encore pour votre participation. On va vous suivre un courriel par la suite à tout le monde qui a participé ce soir avec le lien vers le formulaire d'intérêt ainsi que d'autres informations qu'on juge pertinentes pour vous. Et puis, restez à l'affût. On a hâte de vous revoir. Merci tout le monde. Bonne Bonne soirée. soirée. Bye bye.